Bonjour à tous et à toutes. Désolée de ce petit retard, mais nous étions dans un atelier d'écriture créative animé par Flavia, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu un petit peu de retard, mais là nous sommes prêts pour cet entretien que nous avons prévu avec Flavia. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que nous sommes ravis de vous retrouver pour cette journée virtuelle autour de l'écriture en langue étrangère que nous avons appelée Écrire entre les langues, en prenant en partie le titre de la nouvelle de l'écrivaine argentine Silvia Molloy, Vivir entre lenguas, où à travers des souvenirs et des anecdotes de sa vie, elle se pose des questions par rapport à la langue et au fait d'être traversée par d'autres langues, donc par le plurilinguisme en général. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, cette journée a été organisée par le Centre d'études francophones, projet institutionnel de l'Institut de formation supérieure en langue vivante Juan Ramón Fernández de la ville de Buenos Aires et intégré par 5 collègues enseignantes, dont Agustina et moi. Donc, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous Flavia Garcia, qui a très généreusement accepté de venir animer un atelier d'écriture créative pour des professeurs, des traducteurs, traductrices et des étudiants des différents instituts de formation du pays et de participer à cet entretien qui nous permettra de mieux la connaître. Donc, Aous, si tu veux la présenter. Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Je me fais encore écho des remerciements de Salomé envers Flavia et je la présente brièvement. Alors, Flavia est originaire de Buenos Aires, Argentine. Elle vit actuellement, enseigne, écrit, traduit et chante au Québec, où elle s'est établie il y a plus de 3 décennies. Elle a publié Partir ou mourir un peu plus loin chez Mémoire d'Encrier en 2016, Anthologie de poésie argentine contemporaine chez Triptyque en 2017 et Fouiller les décombres chez Mémoire d'Encrier en 2021, qui a été finaliste du prix des libraires en 2022, ainsi que de nombreux poèmes de son cru ou en traduction dans des collectifs ou des revues comme Estuaire, Exit, Hablar de Poesía, etc. Entre autres. À son actif également l'album La gente en mi ciudad, musique de la diversité, soutenu par le Conseil des arts du Canada. Salomé, si tu veux, je te... Oui. Donc, on va commencer, Flavia, par te citer. Donc, dans les prologues de ton recueil de poèmes Partir ou mourir un peu plus loin, tu racontes cela. 12 ans et un seul désir, la langue française. Elle me séduit, me hante, me subjugue. Pourquoi? Je n'en sais rien. Une façon d'échapper à mon destin, de m'en créer un tout neuf. Je l'aime, cette langue, je la veux mienne, je veux être d'elle, en elle, elle. Donc la première question serait la suivante. Ta langue maternelle est bien l'espagnol, mais tu as décidé d'écrire ta poésie en langue française. Dans l'atelier, tu as dit que on te pose toujours cette question. On va te la Oui. poser. Pourquoi? S'agit-il d'un choix ou de quelque chose de plus profond? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à l'entretien et à l'atelier aussi parce que j'aime beaucoup animer ce genre d'atelier. Puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir le partager avec des gens de mon pays d'origine, l'Argentine. Alors, pour répondre à ta question, je crois que c'est quelque chose d'intérieur, d'intime, qui s'explique pas bien. Et je dis ceci parce que moi, quand j'étais petite, j'essayais d'expliquer ça autour de moi, puis personne ne comprenait pourquoi j'avais une telle obsession du français. Parce qu'en fait, j'aurais pu juste, je ne sais pas, suivre des cours à l'Alliance française, puis arrêter là, mon chemin. Mais moi, je voulais aller comme jusqu'au bout, et jusqu'au bout du bout. Et ça, ok, je pense pas que je l'ai encore fait ça. Peut-être que c'est toujours un travail en continu qui se poursuit. Mais c'est quelque chose qui est comme ça, qui m'a hanté, qui m'a vraiment, qui prenait toute mon énergie et qui venait des tréfonds de moi-même. Et je ne sais pas comment cette chose est arrivée à l'intérieur de moi. Mais ce qui est vrai, c'est que je voulais à tout prix vivre dans un pays francophone, puis vivre en français, puis voilà, c'est ce que j'ai fait.
Ok. Donc justement, tu parlais de ce désir de vivre ailleurs, de ce désir de vivre dans une ville francophone. Le fait d'écrire en FLE, en français langue étrangère, est ce qui caractérise les écrivains et les écrivaines francographes, comme on le verra tout à l'heure en profondeur avec Béatrice et Victoria. Ce que nous apprenons aussi, c'est qu'il y a toujours une histoire à raconter derrière cette relation entre écrivains et écrivaines francographes et leur pays d'origine. Et donc, pour revenir à ce désir d'ailleurs que tu évoquais tout à l'heure, tu es partie de l'Argentine à 23 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir au Québec? Oui, d'abord, j'aimerais reprendre deux petites définitions que tu viens de dire, parce que moi, je ne considère pas que je parle, que j'écris en français langue étrangère, parce que le français est ma langue, donc pour moi, c'est pas une langue étrangère. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est comme, non, je peux pas m'identifier à cette définition. Et je me considère pas non plus une écrivaine francographe, je me considère une écrivaine francophone. Je crois que, bon, on peut avoir des origines multiples. Et dans mon cas, j'ai des origines multiples, des origines de naissance, bien sûr, et d'appartenance à une langue maternelle, mais aussi à une langue que j'ai choisie, pas une langue dont j'ai hérité. C'est-à-dire, personne à ma famille ne parlait français. Je n'étais pas destinée d'aucune façon à devenir ni professeur de français, ni poète en français, ni à vivre dans un pays étranger là, ou dans un pays en français. Mais c'est quelque chose qui m'a habité et que j'ai choisi. Donc, ça vient vraiment d'un choix. Alors, voilà, je me définis aussi comme une écrivaine québécoise parce que je ne crois pas que ce que j'écris, je pourrais l'écrire en espagnol. Peut-être que j'écrirais autre chose en espagnol. Ça m'est déjà arrivé d'écrire des poèmes en espagnol, mais ce qui vient en espagnol n'est pas forcément ce qui vient en français, d'accord? Donc, il y a un choix qui se fait de par le propos même que je veux exprimer. Et il m'arrive souvent d'écrire des chansons en espagnol, peut-être quand le propos est plus léger. Enfin, j'en sais pas trop. En fait, c'est comme un mystère. Mais beaucoup de ce que j'écris me vient directement en français. Alors moi, je ne fais que transmettre, je ne fais que devenir finalement comme une courroie de transmission de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de devenir l'instrument de quelque chose qui doit s'exprimer dans cette langue-là, qui est donc la langue de, ce qui est un choix en fait là que j'ai fait très jeune, oui. D'accord. Donc, dans une de tes poésies, donc, que je vais maintenant lire, le jeu poétique affirme le suivant. Je ne suis plus de ce ciel où j'ai appris à nommer l'amour. Je pressens déjà l'espace étranger, la beauté de ces voyelles, ces mots imprécis qui ne vivent en moi qu'à moitié. Cela me suffit. Donc, on reprend un peu ce que tu... Oui, c'est vrai, parce que la première partie de mon recueil s'appelle Le deuil des origines et à ce moment-là, d'accord, la langue n'était pas très solide comme elle l'est présentement. C'est une construction qui s'est faite petit à petit. Mais je pressentais déjà cet espace, ces voyelles-là que j'aimais beaucoup, les voyelles du français, hein, qui sont très nombreuses, beaucoup plus que en nombre que les voyelles espagnoles qui se limitent à 5. Bon, en français, on en a quand même quelques autres. Et tout ça, c'était pour moi de l'ordre de l'intuition, du pressentiment. Donc, c'est comme ça que je le voyais à cette époque-là. Et, euh, et c'est vrai que j'ai appris à nommer l'amour en espagnol, pas en français. Je n'ai pas dit maman, je t'aime en français. OK, ça, non, mes premiers mots, je les ai prononcés en espagnol. Puis d'ailleurs, je ne renie pas du tout de l'espagnol. Tout simplement, d'accord, je me réclame de deux identités, dont l'une en français, l'autre en espagnol, mais à part égale. Voilà, c'est ça ce qu'on voulait te demander. Alors, nous voyons qu'il y a un jeu, disons, qui évolue entre deux langues, en fait. Donc, la question, ce serait quels aspects de ta langue culture d'origine se glissent ou tu laisses glisser dans tes écrits en français. Et la langue étant une vision du monde aussi, est-ce que tu
tu as parfois la sensation de buter contre des éléments que tu ne peux pas transposer, soit de l'espagnol au français, soit du français vers l'espagnol? Oui, quand ça arrive, j'utilise le mot en espagnol. Comme par exemple, dans mon premier recueil, là, j'ai le mot desertor. Alors, c'est un mot qui est très fort et qui existe aussi. J'aurais pu le dire en français, mais pour moi, OK, il avait moins de force en français, donc j'ai choisi de le dire en espagnol. Bon. Alors oui, quand ça arrive, je fais appel à l'espagnol sans problème. Bien sûr, je m'adresse à un lectorat de la francophonie, alors je ne vais pas écrire des poèmes entiers en espagnol. Ce serait perdre mes lecteurs. Mais oui, je laisse glisser des choses par-ci, par-là, comme d'autres phrases dans mon plus récent recueil en espagnol, ça arrive. Ça arrive souvent. Et ça, je crois que ça a à voir aussi avec la mémoire du corps, la mémoire des mots. Il y a des choses qui vont se glisser comme des petites fautes imperceptibles. Parfois, personne n'en s'en rend compte. Mais des petites choses qui, en fait, on se dit, mais zut, après toutes ces années, comment se fait-il que cette faute a pu se glisser ou enfin que j'ai pu, je sais pas. Mais parce que les gaffes linguistiques, au début, quand on apprend une langue, sont très nombreuses. Et au fur et à mesure, on les élimine de notre bagage, en fait, ou de notre langue. En fait, la langue devient beaucoup plus solide. Et quand on décide aussi d'écrire dans cette langue-là, on doit forcément faire des recherches, je ne sais pas, consulter des dictionnaires, toutes sortes de choses qui font que la langue devient notre langue. Moi, pour moi, le français, c'est ma langue, au même titre que l'espagnol. D'accord, merci Flavia. Et donc justement, pour interroger davantage cette construction identitaire linguistique, on voulait revenir sur un texte de Christine Revuse qui s'appelle « La langue étrangère entre le désir d'un ailleurs et le risque de l'exil ». Donc, il est clair que le français n'est plus du tout une langue étrangère pour toi. Ce qui me semble intéressant, c'est peut-être de revenir au processus d'acquisition que tu avais évoqué il y a quelques instants. Christine Revuse, elle postule que mieux on parle une langue, plus on développe une appartenance à la culture, à la communauté d'accueil, et plus on éprouve un sentiment de décalage par rapport à la communauté d'origine. Apprendre une autre langue, dit-elle, donc, c'est toujours un peu devenir autre. Que s'est-il passé dans ton processus d'acquisition, dans ton processus de construction identitaire? Est-ce que tu ressens le poids de ce tiraillement? Ça s'est fait de manière fluide ou pas du tout? On peut s'exiler à l'intérieur de notre propre langue. Donc, je suis plus ou moins d'accord avec le propos que tu mentionnes, que tu évoques, parce que il existe aussi des exilés du français à l'intérieur du français. Donc, est-ce que lorsqu'on embrasse une nouvelle identité, on est condamné à l'exil? D'une certaine façon, peut-être oui. Je ne sais pas, dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé pour apprendre le français, bien sûr, avec acharnement, je dirais, même de façon obsessionnelle. Bon. Mais je n'ai jamais arrêté de lire en espagnol, d'être en contact avec ma langue maternelle. Il y a eu peut-être une période de ma vie où j'étais moins en contact. Ça m'a rendue malheureuse, carrément. Je pense qu'on ne peut pas se couper de ce qu'on est sans conséquence. Sans conséquence. Alors, moi, je suis en contact avec le tango parce que je chante le tango régulièrement. Je parle espagnol aussi à la maison. Je partage ma vie donc avec un Argentin. Forcément, OK, on a les mêmes codes culturels et linguistiques et je parle la langue, mais est-ce que la langue est moins bonne ou elle est plus rouillée que si j'habitais en Argentine? Peut-être, mais je suis à peu près certaine que si je vais en Argentine, je vais reprendre très, très rapidement, d'accord, comment je dirais, le rythme de cette langue-là. Bon, je n'appartiens pas tout à fait à la réalité culturelle argentine puisque je ne vis plus en Argentine, même si je visite l'Argentine régulièrement. Et puis je suis plus
dans un environnement culturel peut-être québécois, bon, il peut y avoir certainement des conséquences à ça, mais je crois plus à la double identité qu'à la notion d'exil ou de il faut perdre d'un côté pour gagner de l'autre. Voilà. D'accord. Il y a aussi dans tes poèmes une recherche de la mémoire, non? Il y a une recherche de la mémoire individuelle peut-être, personnelle, mais aussi de la mémoire collective dans certains cas. Et tu t'es décrit dans ta biographie, celle que tu nous as envoyée, comme une personne qui s'intéresse aux questions identitaires et aux enjeux sociaux. Et dans les poèmes de Partir ou mourir, on voit souvent apparaître cette histoire collective argentine, non? Et surtout les années noires peut-être de la dictature. Il y a, je pense surtout à ces vers qui sont très beaux et terribles aussi. Une ville fantasme, tango, mélancolie, et ce fleuve taché de brun où j'aurais pu disparaître comme tant d'autres, non? Alors, la question, ce serait, comment vois-tu la relation entre l'engagement social et la poésie ou la littérature au sens large? Est-ce que, est-ce qu'il y a des enjeux supplémentaires en ce qui concerne la mémoire et l'engagement face à, par exemple, à la distance géographique dans ton cas, ou pas? Bon, ça c'est une question très importante, je trouve. La poésie est engagement. Je dirais, c'est un engagement qui peut être un engagement de nature tout à fait personnelle. Et dans mon cas, ça touche aussi au collectif. C'est un engagement parce que la poésie, c'est une forme de prise de conscience de choses qu'on a envie de raconter, de dire. Alors, oui, j'ai un engagement par rapport à la mémoire. C'est une mémoire qui est une mémoire personnelle de ce qui est arrivé pendant les années de la dictature, parce que moi, j'étais une enfant quand les militaires ont pris le pouvoir. J'avais 12 ans. Et d'ailleurs, c'est la même année que j'ai décidé d'apprendre le français, que les militaires prenaient le pouvoir. Tout s'est passé à l'intérieur de quelques mois. Et un destin se préfigure de cette façon-là. Donc, ça m'intéresse d'explorer cette période. On dit que souvent, c'est une période du passage de l'âge de l'enfance à l'adolescence. Beaucoup de choses là, se cristallisent à ce moment-là. Et je le crois dans mon cas, ok, c'est clair. Si les militaires n'avaient pas pris le pouvoir, est-ce que j'aurais été intéressée par la langue française? Peut-être pas. Si j'avais pas vu la tour du stade olympique à la télé, alors pendant les Jeux olympiques de Montréal en 76, alors que j'avais 12 ans, est-ce que j'aurais été intéressée? Je ne sais pas. Enfin, ce sont des hasards qui font qu'un destin donc, est déterminé, établi ou défini. Enfin, je ne sais pas comment le dire vraiment. Mais je crois qu'il y a un engagement dans la poésie. Les poètes, en général, on est engagé envers soi-même d'abord, envers ceux qui nous entourent ensuite. Alors, moi, dans Fouiller les décombres, qui est mon deuxième recueil, mais là, tu parles du premier, parce que dans le premier, déjà, je parlais de cette question. C'est une question qui m'a toujours intéressée, parce que, comme je te dis, moi, j'étais une enfant quand c'est arrivé, et chez moi, à la maison, ben, c'était interdit de parler de ça, carrément. Ma mère voulait rien savoir, tout le monde avait tellement peur. Mais c'était une peur de l'inconnu, parce qu'on ne savait pas exactement ce qui était en train de se passer. Mais il se passait des choses. Et moi, qui suis plutôt de nature grande gueule, c'est clair que ma mère, peut-être, voyait un danger à ce que je me mette à parler des choses que je n'aurais pas dû aborder. On m'appelait Mafalda chez moi, je suis née la même année que Mafalda, en 64. Et Mafalda, c'est une petite fille qui se pose plein de questions. Or, en 76, il valait mieux ne pas se poser de questions. Il valait mieux fermer sa trappe et ne pas trop parler. Alors, moi, j'ai vécu dans ce silence-là, dans ces points d'interrogation qui m'ont poursuivi pendant longtemps. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, je vais aller voir c'est quoi qu'il y a en dessous de ça. Donc, c'est un engagement, oui, bien sûr. Dans mon deuxième recueil, c'est carrément un engagement. Et que j'aurais pu disparaître si j'avais eu 50 plus, probablement, avec le tempérament que j'ai, poète. Bon, il y a beaucoup de poètes qui ont disparu. Beaucoup de gens qui n'avaient fait rien d'autre que écrire. Peut-être.
ou se prononcer sur des choses qui avaient à voir avec les enjeux sociaux, ou enfin une certaine militance. Bon, est-ce qu'un militant doit disparaître? Ce sont toutes des questions qu'on se pose. Et surtout qu'on est toujours dans la nébuleuse la plus totale. Peut-être pas la plus totale, parce que beaucoup de choses, on les connaît aujourd'hui. Mais il faut dire quand même que les militaires ne nous ont pas rendu la tâche facile. Je veux dire, les choses qu'on connaît, c'est à partir de témoignages, des jugements, etc. Là, il manque encore des données, des choses. Donc oui, j'ai ressenti un devoir à ce niveau-là. Voilà, et la poésie, c'est comme une manière de fouiller dans cette mémoire, non? C'est une... Oui, Voilà, c'est un outil. la poésie nous permet de fouiller dans cette mémoire, mais aussi de dire des choses parce que les histoires, si on ne les raconte pas, elles s'oublient. Et que la mémoire, c'est un organe qu'on a, c'est ça, je ne sais pas, bien sûr qu'on on peut pas commencer à essayer de se rappeler toutes les choses, parce que ce serait une folie, comme Borges le dit dans une de ses nouvelles, là, tu sais, où il parle je pense qu'il parle de... Funes, non? Funes el Memorio, Funes. c'est ça. On ne peut pas tout se rappeler, mais on a avantage à ne pas oublier certaines choses, justement pour pas qu'elles se reproduisent, pour que ça revienne. Ici, il y a eu quand même au Québec une des manifestations des étudiants très, très fortes. Et ces années-là, alors, bon, les étudiants luttaient contre les droits, la hausse des droits de scolarité. Bref, c'est un peu complexe, là, je ne sais pas. Mais il y a eu de la répression. Et moi, OK, j'ai eu des flashs, là, rapidement, de ce qui pouvait arriver. Si jamais, OK, l'armée s'en mêle, si jamais la police s'en mêle, d'ailleurs, ils s'en sont mêlés. Il y a des gens qui ont été blessés, il n'y a pas eu de mort. Mais voilà, donc ce sont des choses qu'il faudrait toujours garder à l'esprit pour ne pas que ça se reproduise. Voilà. Voilà, à mon avis, c'est je ne sais pas dire des objectifs, mais voilà, oui, des objectifs de la poésie, non, de la littérature, c'est une manière de récupérer ce type de choses, de ne pas les laisser mourir d'une certaine manière, maintenir la mémoire, non? Oui, maintenir la mémoire. Mhm. Et tout à l'heure, dans l'atelier, tu disais que au Québec, on te catalogue comme une écrivaine de la diversité, non? Parmi d'autres écrivains qui ont des origines diverses peut-être, ou qui font partie de peuples originaires du territoire canadien. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens face à cette étiquette? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà. Ben, regarde, moi, en général, j'aime pas trop les étiquettes parce que les étiquettes sont très réductrices, n'est-ce pas, des personnes. Mais disons que ça ne me dérange pas que quelqu'un, d'accord, s'adresse à moi, c'est comme une poète de la diversité, parce que je crois que je représente une certaine diversité, d'accord? Donc ça, c'est à moi. Que je le veuille ou non, c'est présent. Maintenant, si quelqu'un disait, OK, c'est une poète canadienne, moi, je dirais oui parce que j'ai un passeport canadien. Si quelqu'un disait que je suis une poète argentine, je dirais non, parce que je n'ai jamais écrit en Argentine, tu vois. Donc, quand même, je refuserais certaines étiquettes. Peut-être qu'un jour, je peux dire, oui, je suis une poète argentine, tu sais, si jamais je le ressens comme ça. Pour le moment, je ne le ressens pas comme ça. Alors, tu sais, c'est comme la personne qui a une orientation sexuelle différente. C'est comment elle se sent, d'accord? C'est ça qui est important et qu'il faut honorer. Alors, bon, si c'est nécessaire d'avoir une étiquette, bon, l'étiquette diversité, ça va. C'est un chapeau que je peux porter sans problème. Maintenant, OK, l'histoire de Flavia Garcia écrit en français langue étrangère, non, ça, je ne peux pas porter ça. Là. C'est impossible pour moi de dire que le français est une langue étrangère. Ce serait trop. Là. Bon, peut-être que quelqu'un me dirait, je ne sais pas, là, parfois, OK, je me souviens une fois, d'accord, je suis allée dans une librairie, puis ma poésie était classée poésie étrangère. Je suis allée voir le libraire, je dis non, tiens, tu me mets ça en poésie québécoise. OK, je ne suis pas une poète étrangère, là. J'écris en français. Tu comprends? Alors, que cela arrive ici, non, ça, ce serait impossible. Là. Si je le vois, je ne le laisserai pas passer. Ou si quelqu'un m'invite à un festival, il me dit, bon, mais la poète argentine, non, regarde, tu me présentes comme une poète québécoise.
là, oui, de la diversité, si tu veux, si c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est nécessaire de la diversité. Tu sais, il y a des gens qui sont nés ici et qui sont de la diversité aussi. Ça dépend. On peut se sentir aussi différent à l'intérieur de son pays. Donc, c'est une question qui est un peu touchée, je dirais. Voilà, oui, c'est comme ça avec les étiquettes en général. C'est pour ça que je voulais te demander ça. Ouais, c'est ça. Et puisque je voyais effectivement que tu n'aimais pas trop les étiquettes, c'est pour ça que je voulais te demander cette question. Non, non, Alors, j'ai été piquée au vif avec celle d'écrivaine en langue des étrangère. langues étrangères, ça ne, voilà, ça Oui, va pas ça du m'a tout. piqué au vif, mais c'est Oui, correct là quand même. Non, non, je peux le comprendre. voilà. Oui, c'était surtout, Ouais, j'imagine que c'était surtout pour la question que tu as appris d'abord le français comme langue étrangère. Après, effectivement, ouais, ce oh, n'est oui. plus du tout ça pour toi, évidemment, et tu écris en français. Mais qu'est-ce qu'on fait Donc, de celui qui continue à apprendre la langue étrangère et qui arrête d'apprendre la langue maternelle? Parce que tu vois, ça peut arriver aussi parce que la langue, c'est un work in progress. On n'arrête jamais d'apprendre et sa propre langue et les autres langues qu'on cultive. Alors, on peut aussi, à un certain moment, arrêter d'apprendre sa langue. oui, oui, Et tout à même, ça fait. arrive chez les unilingues. Mhm. Parce que moi, parfois, tu sais, j'ai rencontré, moi, des unilingues qui parlent mal leur langue, la seule langue qu'ils ont. Alors, ça, pour moi, c'est plus grave. Mais tu sais, la question des langues, c'est une question qui est infinie, là. Ok, les réflexions, ça peut susciter, ça peut aller dans tous les sens, là. C'est fascinant comme question, la question des langues. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que nous avons pensé à cette journée et nous avons l'intention d'en faire d'autres parce que c'est vraiment un sujet qui, voilà, ne se termine jamais. Non, Et donc, mais l'entretien, malheureusement, doit finir. Ah, là, nous d'accord, avons une question de Savina qui était à l'atelier. Donc, d'accord, on va lire cette question et après, peut-être, ça on marche. va finir. Donc, Savina dit, Flavia, vous croyez que la poésie, quand elle nous arrive, c'est quelque sorte de mission qu'on ne peut pas contourner. Donc, on peut éviter la poésie. Sabine, tu as dit le bon nom, le bon mot. Parce que tu as dit, vous croyez que quand elle nous arrive, oui, elle nous arrive. Et quand ça arrive, on ne peut pas l'éviter. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui arrive, tu comprends, et que tu ne peux pas dire, enfin bon, oui, tu peux décider que tu ne veux pas, ok, faire honneur à cette chose qui se présente dans ta vie. Mais je crois, je ne sais pas si je le vois comme une mission, mais certainement, elle nous arrive, la poésie, à un certain moment, et puis c'est à nous de décider si on veut l'honorer ou non. C'est un travail aussi qui s'exerce souvent dans la solitude, dans la douleur, beaucoup, parce qu'on doit fouiller, on doit parfois vivre des moments douloureux parce que en scrutant ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a des blessures qui vont peut-être faire surface et peut-être qu'on n'a pas envie de vivre ces moments-là. Mais tout ça, ça fait partie du travail du poète. Hier, j'étais avec une personne qui me disait, vous êtes poète? Bon, c'est ce qu'on dit. Là. J'ai dit oui, c'est ce qu'on dit. Alors, vous êtes une personne libre. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vrai que la poésie donne une forme de liberté à la personne qui l'exerce. On ne peut pas se mentir à soi-même. Voilà, et c'est comme une autre langue, non? Je crois aussi que quand on apprend une autre langue, il y a une sorte de liberté, il y a une porte qui s'ouvre également pour l'être, non? Pour l'expression de soi. Et la poésie est un autre langage, finalement. Oui, bien Je sais sûr. pas. C'est une langue, la poésie, c'est une langue en soi. Voilà. Absolument. Donc, pour finir, Flavia, est-ce que tu voudrais nous lire un de tes poèmes, peut-être? Oui, oui, bien sûr. Nous offrir ce petit cadeau Est-ce que tu de as fin de une l'atelier? préférence de lecture d'un recueil ou je peux lire de... Non, tu peux lire le poème que tu préfères. D'accord. Alors, je vais lire un poème de Foyer les décombres. D'accord. Un instant. Je
cherche, je cherche. Un instant. Ok, donne-moi une petite seconde parce que je cherche quelque chose. Bon, je vais y aller avec ça. La ronde des mers jusqu'à épuisement, le regard vitreux, elles ne font que tourner, changer de trottoir, de terre brûlée, la même question, le même cordon qu'au moment de les mettre au monde, la couche blanche de leur enfant attachée autour de la tête, une forme de deuil, désormais. Esma, el Vesubio, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, la Perla, la Ribera, Mansión Serré, el Atlético, 340 centres de détention, maternité improvisée, prison clandestine, école détournée de leur vocation, machine bien huilée, sous-sol où s'empile, douleur sur douleur. Voilà. Magnifique, très mobilisant, n'est-ce pas? On a traité ces sujets-là, mais c'est magnifique de les entendre avec ta voix, voilà, non? Je ne sais pas où, si tu as une autre question peut-être pour Flavia ou... Non, non, j'étais juste émue par la lecture et par le texte, si poignant. Et même, tu avais parlé de cette ressource d'employer les mots en espagnol, non? Ici, c'est des noms propres, mais c'est presque comme des... Oui, mais la sonorité est là. Oui, tu les as lus comme si c'était des coups de poing, non? Exactement, ce sont des coups de poing. Oui. Oui, c'est ça. Bon, les merci. questions politiques, tu sais, on pourra s'en poser beaucoup. Oui. Il reste la question de l'humanité. Est-ce qu'on doit faire ça à quelqu'un, même à quelqu'un qui est coupable? C'est ça, exactement. Oui. C'est... voilà, on devra lire aussi ce recueil-là. Il faut... se munir de tes textes. Exactement, absolument. En Flavia, ça a été vraiment un plaisir et on est très reconnaissante de ta générosité, d'être venue partager avec nous cette journée. L'atelier et l'entretien, ça a été merveilleux. Merci, merci. Merci vraiment de m'avoir accueilli, de m'avoir invité. Ça me fait très, très, très plaisir de partager avec l'Argentine que je porte, bien sûr, dans mon cœur. Merci Flavia. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci et merci encore. À la prochaine, Merci Montréal. encore.